Martineau. L'opinion populaire. On est en train de virer fou, là. Mathieu Bock-Côté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien maintenant. Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La rencontre Martineau-Bock-Côté. Mathieu, tu veux nous parler de la bataille de Saint-Léonard, de Félix Rose. Alors, je discutais l'autre jour, il est venu ici à l'émission de Sophie, Félix Rose, et je l'ai croisé dans le hall d'attente de Cube. Il me disait qu'il voit ça, lui, comme une trilogie sur la violence politique. Alors, il a fait Les Roses, qui expliquait un peu pourquoi il y a des gens qui ont fondé le FLQ et qui ont décidé de s'en remettre à la violence politique. Il a fait la bataille de Saint-Léonard, et là, il a un projet, je ne dirais pas parce que c'est une conversation privée, mais sur un autre documentaire. Donc, c'est une réflexion sur la violence politique. Il me disait, finalement, quand les gens se sentent incompris, pas écoutés par le gouvernement, ben voilà, ils prennent le maquis, comme on dit, là. Ouais, alors un mot d'abord sur Félix Rose. Ce qu'il nous fait en ce moment, c'est qu'il nous rend des morceaux d'histoire du Québec engloutis, en quelque sorte. Des moments de l'histoire dont on avait un peu perdu la trace. C'était le cas notamment de la bataille de Saint-Léonard, parce qu'il y a un livre important sur cette question-là qui est un peu oublié, c'est de Pierre Godin, c'est La poudrière linguistique, et Pierre Godin avait entrepris de nous raconter l'histoire de la Révolution tranquille dans ses différentes phases, donc il a fait la grande biographie de René Lévesque. Il a fait aussi Les Frères divorcés. Ça raconte la rupture des nationalistes de la Révolution tranquille entre les indépendantistes et les fédéralistes. Et il y a La poudrière linguistique, qui est un des livres très importants, qui raconte à quel point l'émergence de la question linguistique à Saint-Léonard est un tournant dans l'histoire du Québec moderne. Mais, pour différentes raisons, Saint-Léonard, on en avait un peu perdu la trace. C'était devenu un moment dans l'attente d'un autre moment. Donc, la Saint-Léonard donne le Bill 63. Le Bill 63 qui est de Jean-Jacques Bertrand, qui consacre la liberté scolaire au Québec. Donc, tu peux t'éduquer en français, en anglais, c'est ta liberté. Qui nous conduit en 1974 au Bill 22, qui fait du français la langue officielle, sans que ce soit la seule langue officielle dans toutes ses dimensions, qui nous conduit à la loi 101. Et là, on retourne donc avec Félix Rose à cette période-là. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est une période où le Québec... Tu sais, on fait souvent la réputation des Québécois, c'est un peuple moutonnier, un peuple qui bouge pas trop, un peuple qui se choque pas. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'était des gens qui étaient en colère dans la dépossession. Le sentiment véritablement d'être chassés de chez eux, d'être méprisés chez eux. Et on était dans une époque plus violente qu'aujourd'hui. En fait, on est en train de redevenir violent. Mais c'est une période dont on a perdu le souvenir, où la violence politique était un langage presque courant. Et cette part-là de notre histoire, on ne sait jamais trop qu'en faire. Et Félix Rose nous la rend. Et pour la comprendre, son documentaire est essentiel. Ben c'est ça. Ceux qui ne savent pas là, ce qui s'est passé exactement à Saint-Léonard met en scène là, les différents protagonistes. Ouais, ben alors, fin des années 60, la question linguistique perce au Québec de partout. Saint-Léonard, c'était à l'origine une petite banlieue, c'était sur l'île, banlieue francophone de Montréal, sur l'île. Et après la guerre, il y a une forte immigration italienne, et cette immigration italienne ne veut pas se franciser. Globalement, ils arrivent au Canada, ils veulent s'angliciser, et les Italiens, à ce moment-là, globalement, il y a toujours des exceptions, se sentent, ils disent pourquoi on s'assimilerait finalement au menu fretin, au peuple vaincu de la place. Les Québécois ne tolèrent pas vraiment cette espèce de décret d'insignifiance qui leur est apporté. Et il y a une bataille qui est engagée sur le contrôle finalement des commissions scolaires, sur la question de la langue d'enseignement possible dans le coin de Saint-Léonard. Mais plus largement, ça pose la question de l'intégration à quelle langue, à quelle communauté de la part des immigrés. Et il y a un personnage là-dedans qui va se dégager, mais il y en aura d'autres. Il y a Robert Lemieux. Robert Lemieux qui va porter ce combat-là, et il va jouer un rôle aussi dans Crise d'octobre et tout ça, mais Robert Lemieux, c'est quelqu'un qui va porter le combat des francophones à Saint-Léonard contre leur dépossession linguistique. J'ajouterais, parce qu'il faut avoir, puis bon, c'est un large portrait, la crise Saint-Léonard, c'est aussi le moment de bascule, en passant, du nationalisme québécois. L'Union nationale, à ce moment-là, va perdre l'appui des nationalistes qui vont passer au Parti québécois. Pourquoi? Parce que l'Union nationale renonce à la question identitaire du moment, la langue, et le Parti québécois la récupère.
J'ajoute que c'est aussi un moment qui nous rappelle que sur des questions fondamentales, ceux qui s'unissent autour du nationalisme québécois viennent de quoi? D'éléments politiques disparates. C'est ce qu'on avait appelé alors l'opposition circonstancielle, qui rassemblait tout à la fois René Lévesque, Yves Michaud, Jérôme Proulx et de mémoire Mario Beaulieu, mais pas celui d'aujourd'hui, là. Des gens qui étaient soit du Parti libéral, soit du Parti québécois naissant, soit de l'Union nationale, qui disaient un instant, c'est la nation qu'on piétine ici, puis c'est un moment de réalignement politique en 1970, en fait, qui va donner ses fruits en 1970, et après ça, qui va conduire à 76 et à 80. Donc, c'est un moment d'une importance capitale. Mais il y a eu la violence, il y a eu la violence politique, parce que dans le documentaire, il y a une fille qui est interviewée de la communauté italienne, puis elle dit, il y a eu une bombe qui a explosé devant chez nous, et ma mère a eu des problèmes de santé mentale. Après ça, elle avait tellement peur là, qu'elle a développé des problèmes. Mais tu as tout à fait raison. C'est la violence politique, et c'est pour ça que là-dessus, Félix Rose a raison. La violence politique, on s'était déshabitué de ça. C'est-à-dire que nos sociétés croyaient que la violence politique appartenait au passé. Puis les Québécois, faut pas se tromper, on a l'habitude de se voir comme des minets dégriffés. Donc on se croit fondamentalement incapable de violence, on se croit incapable d'excès. C'est l'expression radicale de notre culture victimaire quelquefois. On se croit bien incapable d'être violent de quelque manière que ce soit. Même au moment de la crise d'octobre, on ne dit pas, par exemple, que Pierre Laporte a été assassiné. On dit il est mort, mais sans qu'on veuille vraiment le tuer. En gros, il s'est tué par lui-même, et puis on aurait dû mieux s'occuper de lui, mais on l'a pas tué par nous-mêmes. Donc on veut croire comme Québécois qu'on est incapable de ce type de violence-là. Ce qu'on voit à Saint-Léonard, c'est qu'un peuple qui est opprimé, mais parce que c'était notre cas, peut être tenté d'aller vers la violence, ce qui ne la pardonne pas, ce qui ne l'excuse pas, mais il faut se rappeler ce moment qui, dans le récit de la Révolution tranquille, a été gommé. Et je pense, puis moi je le dis souvent, tu m'as entendu dire cette formule-là, on est contemporain aujourd'hui d'un retour, c'est le réchauffement global des passions politiques, et la violence politique dans les sociétés qui se dégradent, on l'a vu en Grande-Bretagne cet été, elle peut revenir, et c'est jamais beau. Il me semble que tu as une lecture du film de Félix Rose qui est plus sévère que Félix Rose lui-même. J'ai parlé à Félix, qui est un gars très doux, très, très super doux, et qui fait des films pourtant sur la violence politique. Et j'ai dit, donc, les Italiens voulaient rien savoir du français. Il dit, non, c'est pas vrai. Il dit, ils voulaient parler français, mais ils voulaient aussi que leurs enfants aient accès à l'anglais pour pouvoir percer, là aussi, puis tout ça, puis avoir des promotions, tout le truc. Fait qu'il dit, ils voulaient aussi une éducation. Tu sais, il juge pas aussi sévèrement. Toi, tu dis, les Italiens voulaient pas se frotter au menu fretin des Québécois. Lui, il voit pas ça comme ça. Il dit, non, il était pas anti-français. Il voulait être bilingue, finalement, que leurs enfants soient bilingues. Je lui reconnais une empathie indéniable, et de mon côté, je pense que les tensions entre les communautés existent. Puis je doute pas que chacun de ces Italiens-là était tout à fait gentil un par un, puis même en groupe, c'est très bien. Mais le fait est que leurs intérêts ne cadraient pas avec les intérêts de la majorité francophone. Et ça, c'est la chose qu'on a de la difficulté à accepter dans notre société. Les intérêts des groupes ne concordent pas toujours. Les intérêts d'un groupe, par exemple, sur l'indépendance du Québec. Je fais un détour, mais quand on dit faut trouver des arguments pour convaincre les Anglais d'être pour l'indépendance, mais ça marchera pas. Ils n'ont pas intérêt à faire l'indépendance du Québec. Les Anglais ont tout intérêt à demeurer dans le Canada, où ils forment la majorité par leur participation à la majorité anglo-canadienne. Et puis au Québec, ils disposent des protections de 1980, la Constitution canadienne, 82 et tout le reste. Ils ont intérêt à ce que le Québec reste dans le Canada. Je leur en veux pas. Ils ont tout à fait raison de leur point de vue. Mais nous, puis là, tu me diras, mais c'est pas un nous civique. Ouais, mais il y a pas que le civique dans la vie. Il y a l'histoire, il y a la culture. Mais nous, les Québécois francophones, on n'a pas intérêt à rester une minorité dans le Canada. Donc là, il y a des tensions entre les communautés. Puis la politique, ça sert normalement à régler pacifiquement les tensions entre les communautés. Mais quand la politique fonctionne pas, c'est là que quelquefois la violence apparaît. Et elle est toujours condamnable. Mais c'est comme ça qu'on doit les comprendre. Mais le monde kumbaya, où tout le monde va s'entendre. On a tous les mêmes intérêts. Puis les Palestiniens, puis les Israéliens. On s'est juste mal compris. Puis les Irlandais, puis les Anglais, on voulait vivre dans la même fédération. Et on s'était juste mal compris. Non, c'était pas mal compris. Je comprends les Anglais de ne pas vouloir l'indépendance du Québec. Qu'ils me comprennent de la vouloir.
Et Mathieu, en terminant, qu'est-ce qui s'est passé avec la communauté italienne? Parce qu'aujourd'hui, tu vas dans la petite Italie à Montréal, ils parlent tous français, t'es servi en français dans les restaurants italiens. Les Italiens que je connais, ils sont tous parfaitement francophiles et francophones. Il s'est passé deux choses. Il s'est passé à la loi 101. La loi 101, c'est quand on les a obligés à envoyer leurs enfants à l'école française. On leur a pas demandé gentiment, voudrais-tu, s'il te plaît, aller à l'école française parce que tu me respecterais plus. On a dit, t'as pas le choix. Les enfants d'immigrés vont à l'école française, c'est obligé. Premier élément, pour ceux qui y sont allés. Parce que ceux qui étaient déjà là, c'était autre chose. Deuxième élément, t'as tout à fait raison, mais en 95, la communauté italienne, le Congrès italien, comme d'autres communautés, ont appelé à voter en bloc en tant qu'Italiens pour le nom. Il y avait les Grecs aussi, il y avait d'autres communautés qui ont dit, en tant que comme communauté ethnique, on demande de bloquer l'indépendance du Québec. Je note que quand une communauté a un comportement électoral qui est davantage celui de la minorité anglaise que de la majorité francophone, ça veut dire quelque chose aussi de ce qui est arrivé au Québec depuis 50 ans. Donc, ça fait partie de la réalité. On pourrait dire que c'est un écho lointain de Saint-Léonard. Je ne m'en désole pas, je ne m'en réjouis pas, je le constate. Et je t'apprends en terminant que Catherine Tate, la grande patronne de Radio-Canada CBC, vient d'être remplacée alors par Marie-Josée Bouchard, Marie-Philippe Bouchard, en janvier, qui va prendre la relève et qui est actuellement directrice générale de TV5 Québec-Canada. Donc, elle était très controversée, Mme Tate. Oui, je ne pleurerai pas son départ, si je peux me permettre. Il y a des départs professionnels qui sont une réjouissance pour d'autres, même si j'espère qu'elle va une vie privée agréable. Mais sur le fond des choses, Radio-Canada, était quand même que ça causait problème. Donc là, j'espère qu'on va avoir une réorientation vers l'information et moins vers la tentation de la propagande qu'on voit trop souvent à Radio-Canada. Ce ne serait pas une mauvaise nouvelle. Et puisque par ailleurs, pendant quelques semaines, nous ne nous parlerons pas à ce micro, oui. Je me permets de te souhaiter bonne chance, tout simplement. Pour demain, je me réjouis de savoir que dans quelques semaines, tu reviendras délivré de tes soucis et d'un organe. Et de ce point de vue, ça te permettra de perdre du poids sans cesser de manger. Mais merci beaucoup. Et Mathieu, pendant ma convalescence, je vais regarder en boucle, en reprise, l'échange qu'on vient d'avoir parce que tu vas me donner de la mine dans le crayon. Merci beaucoup, Mathieu. À bientôt. Salut.